19h21. Une ambulance entrait en marche arrière dans le sas des urgences, porte déjà ouverte. Sur le brancard, un homme de 118 kilos, une barre d'armature plantée entre les omoplates qui refusait qu'on le touche. Le docteur Kessler avait pris la direction du cas. Tout le monde regardait le médecin. Tout le monde sauf la petite infirmière du fond, celle qu'on avait assignée au brancard vide ce soir pour ne pas qu'elle se blesse, qui regardait l'angle de la barre avec des yeux qui ne ressemblaient pas aux yeux d'une infirmière de nuit. 2 heures plus tard, quand le bâtiment prit feu et que le personnel évacua en laissant le patient attaché à son brancard, Kessler se retourna une fois dans le couloir. La petite infirmière n'était plus là. Ce qu'elle fit ensuite, seule dans un bâtiment en flammes, avec ses 50 kilos et ses 2 mains, n'était pas ce qu'ils oublieraient de sitôt. Accrochez-vous, la suite risque de déranger. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et lâchez en commentaire d'où vous suivez la vidéo. Le ciel de novembre pesait sur Saint-Étienne-du-Rouvray comme une dalle grise. Il était 18h47 quand Maël Vasseur poussa la porte du service des urgences du CHU, les épaules légèrement rentrées, son sac en bandoulière sur la hanche. La pluie fine avait mouillé son manteau jusqu'au coude. Elle s'arrêta une seconde dans le sas d'entrée, laissa la chaleur sèche du couloir lui venir au visage, puis continua sans se retourner. Le docteur Kessler l'attendait au poste de soins, une planchette à la main. Il ne leva pas les yeux quand elle s'approcha. Il dit d'une voix égale, le regard sur ses feuilles, « Vasseur, triage administratif ce soir. Et vous faites les brancards de la réserve, le chariot du 3 est coincé depuis ce matin. » Il marqua une pause comme si une pensée lui venait seulement maintenant, pour ne pas vous blesser. Maëlle ne répondit pas. Elle prit la feuille qu'il lui tendait, vérifia l'heure sur le mur et alla accrocher son manteau. Le vestiaire sentait le désinfectant et le café renversé. Théo Marchand et Camille Schauberger étaient là, en tenue, prêts à prendre leur poste. Théo parlait fort, comme toujours. Il dit, en regardant Maëlle du coin de l'œil, « Je te parie que si ce soir on a un obèse, elle demande de l'aide avant minuit. » Camilla ne répondit pas. Elle boutonnait sa blouse et regardait ses mains. Maëlle ouvrit son casier sans se presser. Elle en sortit ses affaires une par une. Stéthoscope, stylo, carnet. Puis ses doigts touchèrent quelque chose au fond, sous une serviette pliée. Quelque chose de froid, de métallique, d'à peine plus grand que sa paume. Elle s'arrêta. Ses mains tremblèrent une fraction de seconde, un tremblement si bref que personne n'aurait pu le remarquer. Elle porta la main gauche à sa clavicule droite, effleura à travers le tissu de sa blouse une ligne fine qu'on ne voyait pas. Puis elle referma le casier d'un geste calme et sortit sans un mot. Dans le couloir principal, elle se mit au travail. Maëlle connaissait ces couloirs comme on connaît un visage familier. Elle savait que le carrelage craquait à hauteur de la chambre 7, que la porte coupe-feu du fond résistait si on ne la poussait pas à gauche, que le néon du couloir technique clignotait depuis 3 semaines sans que personne ne l'ait en signalé. Elle savait aussi, sans jamais y penser consciemment, combien de secondes il fallait pour aller du poste de soins à la sortie de secours nord. 38 secondes en marchant normalement. 22 en courant. Elle n'avait jamais eu à courir. Mais elle savait. Elle compta 4 visages nouveaux dans la salle d'attente en passant. Un homme âgé avec une main enveloppée dans un torchon. Une femme qui berçait un enfant. 2 adolescents qui regardaient leur téléphone. Elle mémorisa chacun sans raison particulière comme on respire. C'était sa façon d'être au monde. À 19h14, le poste de soins reçut un appel radio. La voix était celle du SAMU, rapide, sans inflexion. Explosion sur un chantier de la zone industrielle de Petit-Quevilly. Au moins 3 blessés graves, un 4e en état critique, corps étrangers transperçants, colonne engagée, arrivée estimée dans 7 minutes. Le docteur Kessler décrocha, écouta et se redressa. Pour la première fois de la soirée, il eut l'air d'un médecin. Maëlle était à 4 mètres, dos tourné, en train de remplir un formulaire. Elle entendit chaque mot. Elle posa le stylo. 7 minutes. Les 7 minutes passèrent vite. La porte coulissante des urgences s'ouvrit avec violence à 19h21 et le brancard entra en trombe, poussé par 2 ambulanciers qui crièrent sans se regarder. L'homme qui était dessus pesait le poids d'une armoire. Il était conscient. C'était le pire. Romain Lefebvre hurlait. Pas de douleur ou pas seulement. Il y hurlait comme quelqu'un qui ordonne, même allongé, même traversé par 40 centimètres d'acier. La barre d'armature sortait entre ses omoplates, verticale, couverte de béton séché à sa base et de sang sombre à son sommet.
Elle avait tenu pendant le transport. Elle tiendrait encore si personne ne faisait d'erreur. Le docteur Kessler fut le premier à s'approcher. Il écarta Maëlle d'un geste de l'avant-bras sans la regarder comme on pousse une porte. Il dit à voix haute pour que tout le monde entende « Salle de déchocage maintenant. Vasseur, allez chercher des draps stériles. Stock B, couloir du fond. » Maëlle ne bougea pas tout de suite. Elle regardait la barre. Elle regardait l'angle d'entrée, la position du corps, la façon dont Lefebvre serrait la mâchoire pour contenir quelque chose qui n'était pas la peur. Puis Théo Marchand passa devant elle en disant « Excusez » sans la voir, et elle se retourna vers le couloir du fond. Dans la salle de déchocage, Lefebvre refusait qu'on le touche. Il avait attrapé le poignet de Camille Berger avec une main qui ressemblait à une pince, et il parlait par rafales courtes, les dents serrées. Il disait des choses que personne ne comprenait. Il dit « Protocole Lima, contactez le 2 », il dit « Calvi, bon Dieu, appelez Calvi ». Il dit autre chose qui ressemblait à un indicatif radio et que Théo nota mentalement pour en parler plus tard avec amusement. Kessler lui demanda de se calmer. Lefebvre lui répondit avec 2 mots que le docteur Kessler n'avait probablement pas entendus depuis le lycée. Maëlle était dans le couloir du fond quand elle entendit, à travers la porte entr'ouverte de la salle de déchocage, la voix de Lefebvre prononcer ces 2 syllabes. Calvi. Elle s'arrêta. Ce n'était pas un arrêt du corps. Le corps continua à tenir les draps, continua à respirer. Mais quelque chose dans son visage changea, imperceptiblement, comme la surface d'une eau qu'on vient de frôler. Ses yeux gris-bleu se fixèrent tantôt sur un point du mur devant elle, un point qui n'existait pas, et pendant 2 secondes, elle fut ailleurs. Puis elle referma ce qu'elle avait entr'ouverte et repartit vers la salle de déchocage avec les draps. Kessler ne la regarda pas quand elle les posa. Il donnait ses instructions à Théo d'une voix posée, professionnelle, et Maëlle reconnut dans ce calme-là la compétence réelle de l'homme, celle qu'il gardait sous l'arrogance comme un outil bien rangé. Ce fut à ce moment que le bâtiment bougea. Pas un tremblement. Plutôt une vibration sourde, profonde, qui venait de dessous et remontait par les semelles. Un son grave, continu, comme si quelque chose respirait sous le carrelage. Les néons clignotèrent autant 2 fois. Dans la salle de déchocage, un plateau en inox tomba d'une étagère et personne ne bougea pour le ramasser. Puis l'odeur arriva. Elle arriva par les bouches d'aération, discrète d'abord, presque douce, une odeur de soufre mêlée à quelque chose de plus lourd, de plus ancien. Maëlle la reconnut avant tout le monde. Elle ne dit rien. Elle regarda la bouche d'aération au plafond, puis la porte de la salle, puis Lefebvre qui serrait la mâchoire sur son brancard. Kessler fronça les sourcils et dit « C'est quoi cette odeur ?» Personne ne répondit. La réponse vint 30 secondes plus tard, sous la forme d'une déflagration. Pas une explosion comme au cinéma. Quelque chose de plus sourd, de plus profond, qui venait du sous-sol et remontait par les murs comme une vague dans de la pierre. Le bâtiment encaissa. Les vitres de la salle de déchocage vibrèrent sans se briser. Une fissure fine apparut au plafond, diagonale, propre, comme tracée à la règle. Puis l'alarme générale se déclencha. Le son était strident, continu, sans hésitation. Il emplissait les couloirs, rebondissait sur le carrelage, entrait dans les crânes. Dans la salle de déchocage, Théo Marchand se figea avec une compresse à la main. Camille Berger recula d'1 pas vers la porte. Kessler, lui, prit son téléphone, composa un numéro, écouta 10 secondes et raccrocha. Il dit au ton d'une voix qui ne tremblait pas « Canalisation de gaz dans le sous-sol technique. L'incendie remonte vers l'aile est. On évacue. » Théo demanda « Et lui ?» Kessler ne répondit pas immédiatement. Il regarda Lefebvre sur le brancard, la barre d'armature qui dépassait entre ses omoplates, les sangles qui le maintenaient en position latérale. Il fit le calcul que tout médecin aurait fait. Un homme de 118 kilos, corps étranger transperçant à 2 cm de la colonne, non stabilisée. Un brancard qui ne passerait pas dans l'escalier de secours, une fumée qui montait. Il dit « Non transportable, on attend les pompiers. Ils ont le matériel adapté. » Camille ouvrit la bouche, elle la referma. Théo posa la compresse sur le plateau, se leva et sortit derrière Kessler sans regarder le patient. Lefebvre avait tout entendu. Il avait les yeux ouverts, les mâchoires serrées à se fissurer les dents, et il regarda Kessler partir avec une expression qui n'était pas de la peur. C'était autre chose. Quelque chose de plus froid, de plus ancien, que les hommes qui ont été dans certains endroits du monde reconnaissent entre eux. Il dit, d'une voix basse et parfaitement articulée, des choses précises sur Kessler,
sur sa mère, sur sa carrière, sur ce qu'il valait en tant qu'homme. Il ne criait plus, c'était pire. La porte de la salle de déchocage se referma. Maëlle n'était plus dans la salle de déchocage depuis 4 minutes. Elle avait été envoyée à la lingerie centrale pour du matériel supplémentaire, couloir B, au bout du couloir qui longeait l'aile est. Quand la déflagration avait retenti, elle avait voulu rebrousser chemin. La fumée l'en avait empêchée. Elle n'était pas encore épaisse, mais elle rampait au sol depuis la bouche d'aération du couloir avec une régularité mécanique, et Maëlle savait ce que ça voulait dire. Dans 4 minutes, ce couloir serait impraticable. Elle s'accroupit sous le niveau de la fumée et attendit. C'est là qu'elle entendit Lefebvre. Pas ces mots. La ventilation ne transmettait pas les mots, seulement les fréquences graves, la vibration d'une voix d'homme qui parle dans le vide d'une pièce abandonnée. Maëlle ferma les yeux une seconde. Elle connaissait ce son. Elle l'avait entendu d'autres fois, dans d'autres endroits, quand des hommes comprenaient ce qu'on les avait laissés. Elle rouvrit les yeux. Le couloir vers la sortie était à sa gauche. 20 mètres, un escalier, l'air froid de novembre et les gyrophares. Elle calcula. Elle calcula comme elle avait calculé des milliers de fois des choses que personne dans cet hôpital n'aurait su calculer. L'épaisseur de la fumée, la progression du feu dans un sous-sol technique, le temps avant l'effondrement partiel d'une structure, la marge qui restait. 3 secondes. Puis elle prit le couloir de droite. Elle remontait vers les urgences, courbée sous la fumée, le souffle court et régulier, sans courir. Courir consomme l'air. Elle le savait. Derrière la porte de la salle de déchocage, Lefebvre s'était tu. C'était plus inquiétant que ses insultes. Le silence de la salle de déchocage avait une texture particulière. Maëlle poussa la porte et le trouva intact, ce silence à peine troublé par la respiration de Lefebvre et le craquement lointain de quelque chose qui brûlait dans les entrailles du bâtiment. L'alarme continuait de sonner dans les couloirs. Mais ici, elle semblait venir d'un autre monde. Les néons tenaient encore. La fumée n'avait pas encore franchi le seuil. Lefebvre était toujours sur le brancard, sanglé, positionné sur le côté gauche pour ne pas appuyer sur la barre. Il avait les yeux ouverts. Il la regarda entrer. Il dit d'une voix qui avait perdu de sa force, mais pas de sa dureté, « Tire-toi, gamine, tu vas crever pour rien. » Maëlle ne répondit pas. Elle s'approcha du brancard, posa son sac au sol et commença à examiner la barre d'armature. Elle ne l'examina pas comme une infirmière examine une plaie. Elle ne cherchait pas le pansement, pas le point de compression, pas le protocole affiché sur le mur. Elle se pencha à front à hauteur de l'omoplate droite, inclina la tête de 3/4 et regarda l'angle d'entrée de l'acier dans le corps avec la concentration calme de quelqu'un qui résout un problème de géométrie. Ses doigts ne touchèrent pas la barre. Ils s'en approchèrent à 1 centimètre, suivirent sa trajectoire dans l'air, du point d'entrée vers le haut. Elle murmura pour elle-même, à voix très basse, les yeux fixés sur la plaie. Elle dit « angle d'entrée à peu près 45 degrés », légèrement dévié vers la droite. Elle dit « profondeur estimée entre 22 et 25 cm selon la longueur visible ». Elle dit « éloignement de la horte descendante suffisant si la mobilité latérale reste inférieure à 2 cm ». Ce n'était pas le vocabulaire d'une infirmière de nuit dans un CHU de banlieue. Lefebvre avait cessé de regarder le plafond. Il la regardait, elle. La douleur plissait son visage en permanence, mais quelque chose d'autre était apparu dans ses yeux, quelque chose d'attentif, presque méfiant, comme un animal qui reconnaît un mouvement familier chez un inconnu. Il demanda à la voix rauque « Où est-ce que t'as appris à parler comme ça, toi ?» Maëlle se redressa. Elle fit le tour du brancard, vérifia les sangles une par une, testa la résistance du matelas, calcula mentalement la largeur de la porte. Elle ne répondit pas à la question. Elle ne répondit jamais aux questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. C'était une règle qu'elle s'était fixée il y a longtemps, dans une autre vie, et elle l'avait conservée comme on conserve un réflexe utile. La fumée commença à filtrer sous la porte, un filet mince presque gracieux qui se déroula sur le carrelage comme une chose vivante. Maëlle regarda l'heure sur l'horloge murale. 19h38. Elle regarda la porte. Elle regarda Lefebvre. Elle fit une liste mentale de ce qu'elle avait, ses 2 mains, son poids à elle 50 kilos, le couloir technique qu'elle connaissait, l'obscurité comme alliée, et 4 minutes avant que la fumée rende la salle irrespirable. Elle commença à défaire la première sangle. Lefebvre dit, brusquement, « Qu'est-ce que tu fais ?» Ce n'était pas une question. C'était l'amorce d'un refus. Maëlle continua.
Elle défit la deuxième sangle, repositionna doucement le support cervical et s'arrêta face à lui. Elle le regarda dans les yeux pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Ses yeux à elle étaient en gris bleu, calmes, sans supplique et sans peur. Elle dit « Vous me faites confiance pendant 4 minutes ?» Lefebvre la regarda longuement. Le carrelage craqua quelque part sous leurs pieds. L'odeur de fumée s'épaissit d'un cran. Il serra la mâchoire et détourna les yeux vers le plafond. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était plus un non. Lefebvre n'avait pas dit oui. Mais ses épaules s'étaient légèrement relâchées, un abandon imperceptible, et Maëlle le prit pour ce que c'était. Elle avait 30 secondes avant que la fumée au sol atteigne le niveau des voies coulées respiratoires d'un homme allongé. Elle n'utilisa pas le portage pompier classique. Elle ne pouvait pas. Le portage classique exige qu'on bascule le patient sur l'épaule, tête en bas, poids réparti sur le dos du sauveteur. Avec une barre d'armature verticale entre les omoplates, ce mouvement aurait déplacé l'acier de 2 cm vers la gauche et perforé quelque chose qu'on ne perfore pas. Elle avait réfléchi à ça pendant qu'elle défaisait les sangles. Ce qu'elle fit n'existait dans aucun manuel français de secourisme. C'était un assemblage de 3 choses qu'elle avait apprises dans des endroits très différents, à des époques très différentes, et qu'elle combinait maintenant avec la précision froide de quelqu'un qui n'a pas le droit à l'erreur. Elle plaça Lefebvre en position semi-assise, glissa son épaule gauche sous son aisselle droite, verrouilla sa main dans le creux du genou plié et transféra la masse vers l'avant en pivotant sur les hanches, dos droit, genou fléchi, la barre d'armature passant derrière sa propre nuque comme le bras d'une croix. Lefebvre quitta le brancard. Il jura. Un mot court, violent, de surprise pure. Pas de douleur supplémentaire. Juste la stupéfaction d'un homme de 118 kilos qui se retrouve soulevé par quelqu'un qui en pèse 50, et qui sent que les appuis sont justes, que rien ne bouge qui ne devrait pas bouger, que la barre tient son angle comme si des mains invisibles la maintenaient en place. Il se tut. Maëlle traversa la salle de déchocage en 7 pas comptés, poussa la porte avec son épaule libre et s'arrêta. Le couloir principal était en feu. Pas des flammes hautes, pas encore. Mais le plafond au-dessus du poste de soins avait commencé à se déformer sous la chaleur et 2 dalles de faux plafond étaient dans des tombées, libérant des câbles électriques qui pendaient en arc de cercle, crépitant dans la fumée noire. L'air brûlait à respirer. La sortie nord était à 20 mètres dans cette direction. 20 mètres impossibles. Maëlle pivota sans hésiter. Elle repartit dans le sens opposé, vers le fond du couloir, là où le carrelage changeait de couleur, passant du blanc au gris, là où une porte métallique sans signalétique marquait la limite que le personnel soignant ne franchissait jamais. Le couloir technique, réservé à la maintenance, aux techniciens du bâtiment, à ceux qui connaissent les entrailles d'un hôpital mieux que ses salles. Elle sortit une clé de sa poche de blouse. Lefebvre sentit le changement de direction, sentit la clé, sentit la porte s'ouvrir sur un souffle d'air différent, plus froid, plus chargé de métal et d'huile de machine. Il dit, la voix comprimée par la douleur et par l'effort qu'il faisait pour ne pas peser davantage qu'il ne pouvait l'éviter, « Tu bouges comme quelqu'un que j'ai connu. » Maëlle dit, « Taisez-vous, gardez votre souffle. » Il se tut, le couloir technique était étroit, éclairé par des tubes fluorescents accrochés aux tuyaux, et il descendait légèrement vers le bas. Maëlle le prit au pas régulier, sans accélérer, sans ralentir. La chaleur était moindre ici. L'odeur de gaz persistait, mais l'air circulait mieux, tiré par un système de ventilation mécanique que personne n'avait coupé. Elle compta les porte-guilles sur sa gauche. 1, 2, 3. À la 3e porte, elle s'arrêta une seconde, recalibra l'appui de Lefebvre sur son épaule, repositionna sa main sous son genou. Lefebvre laissa échapper un son bref, pas un cri, quelque chose de plus contenu que ça. Elle dit, sans se retourner, « Encore 2 minutes. » Il dit rien. Derrière eux, quelque chose s'effondra dans le couloir principal. Un bruit lourd, définitif, comme une phrase qu'on ne peut plus reprendre. Maëlle continua d'avancer. Le couloir technique se terminait par une porte grise, plus lourde que les autres, avec une manivelle en fonte noire fixée à hauteur de poitrine. Maëlle la reconnut. Elle avait repéré cette porte le 3e jour de sa prise de poste 18 mois plus tôt, pendant qu'elle apprenait les couloirs. Elle avait noté mentalement cage d'ascenseur de service, descente manuelle possible, accès sous-sol et quai de livraison. Elle n'avait pas cherché à savoir pourquoi elle notait ces choses. C'était une habitude comme une autre.
Elle posa Lefebvre contre le mur, doucement, avec des gestes qui ressemblaient en plus à une technique d'arrimage qu'à un geste infirmier. Il grogna. Sa peau avait pris une teinte grise sous la lumière fluorescente et sa respiration s'était raccourcie. Il perdait du sang lentement, régulièrement, un filet sombre le long de l'omoplate gauche. Pas assez vite pour mourir ici. Juste assez pour compter les minutes. Maël saisit la manivelle à 2 mains et tourna. Le mécanisme résista d'abord, rouillé, mal aimé. Elle tourna plus fort, les épaules rentrées, les pieds écartés pour ancrer son poids. La manivelle céda dans un grincement qui résonna dans toute la cage et les portes coulissèrent de 20 centimètres, puis s'arrêtèrent. Elle glissa ses doigts dans l'interstice et les força à la main jusqu'à ce que l'ouverture soit suffisante. La cage d'ascenseur était sombre. L'habitacle était bloqué 2 étages plus haut, immobile depuis la panne électrique. Les câbles descendaient sont dans le vide, épais, graisseux, tendus comme des cordes d'un instrument trop grave. Maëlle regarda en bas. 8 mètres environ jusqu'au sol du sous-sol. Elle regarda les câbles. Elle regarda Lefebvre. Elle dit à voix basse, pour elle seule, « D'accord », ce qu'elle fit ensuite prit 90 secondes. Elle arracha la ceinture de son pantalon de travail, passa une extrémité autour du câble principal en nœud de friction, l'autre autour de son avant-bras gauche, testa la résistance 2 fois. Puis elle repositionna Lefebvre contre elle, son torse dans son dos, sa masse répartie sur ses 2 épaules et sa hanche droite, la barre d'armature calée en dehors de l'axe de descente. Lefebvre murmura quelque chose d'incompréhensible. Il était à moitié conscient. C'était peut-être mieux ainsi. Ils entrèrent dans la cage. La descente fut lente, contrôlée, centimètre par centimètre. Maëlle utilisait ses pieds contre la paroi de béton comme des freins, relâchait le câble par petites fractions, récupérait le poids avec les cuisses avant de relâcher encore. Elle ne regardait pas en bas. Elle comptait. 1 mètre, 2 mètres, 3. Au 4e mètre, le bâtiment trembla. Pas comme la première fois. Davantage. Quelque chose cédait dans les fondations. Une restructuration brutale de la charge, et la vibration remonta par les câbles jusque dans les paumes de Maëlle comme une décharge. Le câble principal se détendit d'un coup de 10 centimètres. Ils chutèrent. Maëlle serra. Elle serra avec tout ce qu'elle avait dans l'avant-bras gauche, dans l'épaule, dans les dents. Elle bloqua la ceinture contre le câble avec son propre corps, projetant son épaule droite contre la paroi pour casser la vitesse. Quelque chose se déchira dans l'articulation, profond, une douleur sèche et précise qui lui coupa le souffle 1 seconde. Ils s'arrêtèrent. Lefebvre reprit conscience dans le choc. Il tourna la tête et dans la pénombre de la cage, à 10 centimètres de son visage, il vit le cou de Maëlle. Sa blouse s'était décollée de l'épaule dans l'effort. Sur la peau, à la naissance du trapèze, une cicatrice ancienne dessinait une forme irrégulière, ramassée, au bord épais comme une étoile à 5 branches mal équilibrées. Lefebvre fronça les sourcils. Quelque chose bougea dans sa mémoire, loin dans un endroit qu'il gardait fermé. Ils atteignirent le sol du sous-sol 40 secondes plus tard. Maëlle trouva la porte du quai de livraison à tâtons, poussa le loquet et ils sortirent dans la nuit. L'air de novembre les frappa comme de l'eau froide. La pluie avait repris, fine et têtue, normande. Au loin, les gyrophares des camions de pompiers découpaient en la fumée en tranches oranges et bleues et les sirènes se croisant dans le brouillard comme des appels sans réponse. Maëlle serra son épaule droite avec sa main gauche et continua d'avancer. La pluie tombait sur le bitume avec un bruit régulier, patient, indifférent à tout. Maëlle déposa Lefebvre au sol à l'écart des camions de pompiers, dans un angle du parking que les projecteurs n'atteignirent pas encore. Elle le fit descendre de ses épaules avec la même mécanique contrôlée qu'à l'aller, genou à terre, dos droit, transfert du poids vers le bas sans à-coups. Lefebvre toucha le bitume mouillé et laissa échapper un son long, épuisé, qui n'était plus de la colère. Maëlle s'agenouilla à côté de lui. Elle n'avait pas de matériel. Son sac était resté dans la salle de déchocage. Elle avait ses mains, ses vêtements et ce qu'elle pouvait trouver dans ses poches. Elle fit l'inventaire en 3 secondes. 2 gants en latex, un rouleau de sparadrap entamé, son stylo, et la ceinture qu'elle avait utilisée dans la cage d'ascenseur et qu'elle avait récupérée avant de sortir par réflexe, sans savoir encore pourquoi. Elle sut pourquoi maintenant. Le flanc gauche de Lefebvre saignait davantage qu'elle ne l'avait estimé dans l'obscurité du couloir. La barre d'armature avait bougé d'1 millimètre peut-être pendant la descente, suffisamment pour élargir la plaie d'entrée. Rien de catastrophique, mais suffisant pour que le temps commence à compter différemment.
Elle plia la ceinture en deux, la glissa sous l'aisselle gauche de Lefebvre et fit un nœud. Pas un nœud d'infirmière, pas un nœud de secouriste civil. Un nœud court, ramassé, avec une boucle de rappel et un point de blocage latéral qui permettait de régler la pression sans défaire l'ensemble. Un nœud qu'on appelait le nœud de campagne dans certaines unités et que ces unités n'enseignaient pas en dehors de leur propre rang. Lefebvre baissa les yeux sur ses mains. Il regarda le nœud. Il le regarda comme on regarde quelque chose qu'on croyait ne plus jamais revoir. Sa mâchoire se contracta, différemment cette fois, pas de douleur, autre chose. Maëlle fixa le sparadrap sur la zone d'entrée de la barre, posa ses deux paumes à plat de part et d'autre pour sentir si la chaleur de l'inflammation progressait. Elle travaillait vite, précisément, sans gestes inutiles. Son épaule droite lui envoyait des signaux qu'elle choisissait d'ignorer pour l'instant. Ce fut à ce moment que le docteur Kessler la vit. Il était à une vingtaine de mètres, entouré de 2 infirmières et de Théo Marchand, une couverture de survie sur les épaules qu'il n'avait pas eu l'air de mettre lui-même. Il regardait vers l'aile est du bâtiment où les pompiers manœuvraient leurs lances et il tourna la tête par hasard vers cet angle sombre du parking. Il s'arrêta. Il resta immobile 5 secondes, ce qui était long pour un homme comme lui. Puis il s'avança, lentement, comme s'il approchait de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Il s'arrêta à 2 mètres de Maëlle, regarda Lefebvre au sol, regarda la barre d'armature toujours en place, regarda le nœud sur la ceinture. Il dit, la voix changée, dépouillée de tout ce qui en faisait habituellement une voix de chef. « Comment as-tu fait pour le sortir ?» Maëlle ne leva pas les yeux. Elle dit, « Apportez une couverture de survie. » Kessler hésita une seconde, puis repartit vers le camion de pompiers sans un mot de plus. Un pompier apporta la couverture. Maëlle la déploya sur Lefebvre, la glissa sous ses flancs pour bloquer le froid du bitume. Lefebvre laissa faire. Sa respiration s'était stabilisée, courte mais régulière. La pluie tambourinait sur la couverture dorée avec un son de papier froissé. Il fixait le visage de Maëlle. Les flammes de l'aile et, derrière elle, dessinaient une lumière orange et mouvante sur ses traits. Elle avait du sang sur la joue, le sien ou celui de Lefebvre, difficile à dire. Ses cheveux châtains étaient encollés par la pluie. Elle regardait sa main, sur le nœud, concentrée, et elle ne voyait pas qu'il la regardait. Lefebvre avait la mémoire des visages. C'était une compétence professionnelle chez lui, affinée par des années dans des endroits où reconnaître un visage pouvait changer l'issue d'une journée. Il chercha. Derrière la fatigue, derrière la douleur, derrière les 18 mois et les 3 vertèbres que quelqu'un s'était brisées pour que son frère rentre vivant de la vallée de Tagab. Et il trouva. Sa respiration se bloqua. Il dit un mot, un seul, pas un prénom, pas un nom de famille. Un indicatif radio, 2 syllabes, la première haute et la seconde basse. Le genre de mot qu'on ne dit qu'à la radio quand on appelle quelqu'un qu'on cherche depuis longtemps. Maëlle ferma les yeux. Les yeux de Maëlle restèrent fermés 3 secondes. 3 secondes pendant lesquelles la pluie continua de tomber, les gyrophares continuèrent de tourner, et Lefebvre continua de la regarder avec ce visage d'homme qui vient de retrouver quelque chose qu'il croyait perdu pour toujours. Puis elle rouvrit les yeux et regarda ses propres mains. Elle tremblait. Pas beaucoup. Un tremblement fin, presque imperceptible, comme la surface d'un verre d'eau posé près d'une vitre par vent fort. C'était la première fois de la nuit. Elle les regarda une seconde, ses mains qui avaient retenu un câble dans le noir, fait un nœud dans la pluie, maintenu 118 kilos en vie pendant 20 minutes. Elle tremblait maintenant parce que le danger était passé et que le corps réclamait ce qu'il avait mis en attente. Lefebvre murmura, la voix à bout de force. « Vautour 7, c'était toi, à Tagab. En 2014. » Maëlle ne répondit pas. Ce qui s'était passé dans la vallée de Tagab, en Afghanistan, le 14 octobre 2014 à 11h23 du matin, n'avait pas de nom officiel. Il n'y avait pas eu de communiqué de presse, pas de cérémonie publique. Il y avait eu un rapport classifié, une médaille remise dans un bureau sans fenêtre, et une jeune femme de 26 ans à qui on avait expliqué calmement qu'il valait mieux pour tout le monde que cette matinée n'existe dans aucune mémoire accessible. Voilà ce qui s'était passé. Un VAB, véhicule de l'avant blindé, avait sauté sur un engin explosif improvisé dans un repli de la vallée, à 2 km d'une position française. L'explosion avait retourné le véhicule sur le flanc gauche et mis le feu au compartiment arrière en moins de 40 secondes. Il y avait 4 hommes à l'intérieur. 4 légionnaires du 2e REP de Calvi, dont un adjudant de 24 ans prénommé Julien. Le cadet d'une fratrie normande dont l'aîné s'appelait Romain.
L'infirmière militaire parachutiste qui couvrait ce secteur avec son groupe s'appelait Maëlle Vasseur. Elle avait 26 ans, 1,55 m, et son indicatif radio était Vautour 7. Elle entendit l'explosion depuis sa position, calcula le temps de réponse des secours, calcula les minutes qui restaient avant l'effondrement thermique du véhicule, et courut. Elle sortit le premier homme en 40 secondes, le deuxième en 1 minute 10. Le troisième était coincé sous une armature métallique déformée par la chaleur. Elle le dégagea à main nue, pendant que le feu gagnait le plancher sous ses genoux. Elle sortit le quatrième et dernier à 2 minutes 58 de l'explosion, quand le plafond du compartiment commençait à s'affaisser. Le VAB s'effondra sur lui-même 7 secondes après qu'elle eut posé le quatrième homme au sol. Elle s'était brisé 3 vertèbres en portant ce dernier. Elle ne s'en aperçut que 20 minutes plus tard, quand ses jambes cessèrent de répondre normalement et qu'un médecin de campagne lui demanda pourquoi elle marchait comme ça. Les 4 légionnaires survécurent. Julien Lefebvre, 24 ans, cadet de la fratrie, s'en tira avec 2 côtes fêlées et des brûlures au second degré sur les avant-bras. Il rentra en France 3 mois plus tard. Il ne sut jamais le prénom de celle qui l'avait sorti du feu. On lui avait dit Vautour 7 et c'était tout ce qu'il avait eu le droit de savoir. Maëlle fut réformée pour invalidité 6 semaines après Tagab. 3 vertèbres. Séquelles chroniques. Inapte au service actif, définitivement. Elle avait 26 ans. La médaille fut remise dans un bureau du ministère, en présence de 2 officiers et d'un fonctionnaire civil. Aucun photographe, aucun discours. Un général lui serra la main et lui dit, avec une expression sincère mais fatiguée, qu'elle comprenait sûrement pourquoi il valait mieux ne pas évoquer cette mission en dehors des canaux appropriés. Elle comprit. Elle rangea la médaille dans sa poche et ne la ressortit plus. Elle avait choisi Saint-Étienne-du-Rouvray parce que personne ne la connaissait là-bas. Elle avait repris son nom de jeune fille, celui d'avant le service, et elle s'était inscrite à une formation d'infirmière civile avec la même application silencieuse qu'elle mettait à tout ce qu'elle faisait. Elle avait trouvé un appartement à Sotteville-les-Rouen, petit, calme, avec une fenêtre qui donnait sur des toits. Elle lisait des livres d'histoire le soir. Elle ne fréquentait personne. Elle avait pensé que c'était suffisant pour disparaître. Sur le parking du CHU, sous la pluie de novembre, Romain Lefebvre la regardait avec les yeux d'un homme qui comprend quelque chose d'immense et de simple en même temps. Il le voulait parler. Elle le vit dans son visage, cette envie de dire des choses importantes, de prononcer des mots à la hauteur de ce qu'il ressentait. Elle posa doucement sa main sur son avant-bras. Elle dit « Ne parlez pas, l'ambulance arrive ». Il obéit, mais ses yeux ne la quittèrent pas. À 21h14, les pompiers maîtrisèrent le foyer principal. L'aile et du bâtiment étaient partiellement détruites, le sous-sol technique irrécupérable, mais la structure portante avait tenu. Les lances continuaient sans s'entendant de cracher de l'eau sur les décombres fumants avec un bruit de pluie artificielle, plus forte et plus froide que la vraie. L'odeur de gaz brûlé et de plastique fondu recouvrait le parking comme une couche épaisse, collante, qui entrait dans la gorge et y restait. Les ambulances de renfort arrivèrent de Rouen en convoi, 3 véhicules, protocole d'urgence absolu. Les techniciens du SAMU entourèrent Lefebvre avec un matériel que Maëlle n'avait pas eu. Ils sécurisèrent la barre d'armature avec une minerve spécialisée, posèrent une perfusion, échangèrent des chiffres à voix basse. L'un d'eux regarda le nœud sur la ceinture et ne dit rien, mais il ne le défit pas non plus. Il le laissa en place et travailla autour. Avant qu'il charge le brancard dans le véhicule, Lefebvre leva la main. Pas haut, il n'en avait plus la force. Juste assez pour attraper le poignet de Maëlle qui se tenait à côté, à l'écart, les bras croisés sur sa poitrine pour immobiliser son épaule droite. Sa main à lui était large, lourde, et elle se referma sur le poignet de Maëlle avec une douceur qui ne lui ressemblait pas. Il dit à la voix réduite à presque rien « Mon frère vit grâce à toi. Il a 2 fiocrins maintenant, il faut que tu le saches. » Maëlle ne répondit pas. Quelque chose passa sur son visage, rapide comme une lumière derrière un volet. Elle inclina légèrement la tête. Lefebvre relâcha son poignet, le brancard roula vers l'ambulance, les portes se refermèrent. Le convoi disparut dans le brouillard de novembre avec ses sirènes allumées. Kessler s'approcha. Il avait perdu la couverture de survie. Il était debout dans la pluie, les mains dans les poches de sa blouse, et il avait l'air d'un homme qui a rangé son arrogance quelque part et qui cherche comment s'en passer. Il s'arrêta à 1 mètre de Maëlle. Il ajusta ses lunettes rectangulaires d'un geste machinal, ce tic qu'il avait quand il ne savait pas comment commencer. Ils diront « Je voudrais comprendre ». Maëlle regardait les feux arrière de l'ambulance disparaître au bout de la rue. Elle dit « Il n'y a rien à comprendre ».
Kessler dit « La technique de portage, la cage d'ascenseur, le couloir technique. Comment tu savais tout ça ?» Maël dit « Je fais mon travail. » Kessler s'arrêta. Il ouvrit la bouche, la referma. Il comprit qu'il n'obtiendrait rien de plus, et que insister aurait été une nouvelle forme du même manque de respect, différente en apparence, identique dans sa structure. Il resta là quand même, à côté d'elle, sans parler, dans la pluie. C'était peut-être tout ce qu'il était capable de faire pour l'instant. Ce fut à ce moment que la voiture de gendarmerie se gara en bordure du parking. L'officier qui en sortit était un homme d'une cinquantaine d'années, carré, le visage habitué au froid et à l'attente. Il portait un dossier sous le bras. Il regarda autour de lui avec la méthode de quelqu'un qui cherche une personne précise dans une foule, et son regard s'arrêta sur Maëlle. Il traversa le parking à pas réguliers. Il s'arrêta devant elle à la distance réglementaire. Et il salua. Un salut militaire complet, bras levés, main à la tempe, le buste droit malgré la pluie et la lumière orange des gyrophares. Le genre de salut qu'on adresse à quelqu'un qui l'a mérité, pas à quelqu'un à qui on le doit par protocole. Il dit on se passe et Idaï, adjudant voisin, groupement de gendarmerie de Seine-Maritime. Je suis désolé d'être en retard. Il dit ça comme si elle l'avait attendu. Sur le parking, le personnel rassemblé regardait. Théo Marchand regardait. Camille Berger regardait. 3 infirmières que Maëlle croisait chaque nuit sans qu'elle lui adresse la parole regardaient. Ils avaient en tous vu cette petite femme aux cheveux collés par la pluie, du sang sur la joue, le bras gauche serrant le droit, recevoir un salut militaire d'un officier de gendarmerie qui avait l'air de la connaître depuis longtemps. Théo Marchand baissa les yeux vers le bitume mouillé. Camille Berger ne bougea pas, mais quelque chose dans son visage se défit silencieusement, comme un nœud qu'on relâche après trop longtemps. Un interne que Maëlle connaissait à peine, un jeune homme qui lui avait ri dans le dos un soir de garde il y a 3 semaines, s'essuyait les yeux d'un revers de manche sans comprendre exactement pourquoi ses yeux étaient mouillés. Il aurait été incapable de l'expliquer. Certaines choses me touchent un endroit en nous qui n'a pas de nom. Kessler ne dit plus rien. Il regarda l'adjudant voisin remettre le dossier à Maëlle, il regarda Maëlle le prendre sans l'ouvrir, et il resta là, dans la pluie, les mains dans les poches, avec l'expression d'un homme qui refait mentalement le calcul de toute une soirée et qui trouve à chaque fois le même résultat. Il s'était trompé sur cette femme dès le premier soir. Et il le savait maintenant de façon définitive. L'aube arriva sans prévenir, comme elle arrive toujours en novembre, sans couleur particulière, juste un gris qui devient un gris légèrement différent au-dessus des toits de Saint-Étienne du Rouvray. Le vestiaire du personnel soignant avait été épargné par les flammes, mais pas par la fumée. Les murs portaient des traces noires au-dessus des aérations, et le sol était couvert d'une fine pellicule grise que personne n'avait encore songé à nettoyer. La moitié des casiers avaient été forcés pendant l'évacuation. Certains pendaient un ouvert sur le vide de leurs affaires dispersées. Le casier de Maëlle était intact. Elle s'assit sur le banc devant, seule dans la pièce, et resta un moment sans bouger. Son épaule droite avait été examinée par un médecin du SAMU sur le parking. Déchirure partielle du sus épineux, rien de irréparable, une attelle et du repos. Elle avait l'attelle. Elle n'avait pas encore commencé le repos. Elle ouvrit le casier. Sous la serviette pliée, au fond, là où elle l'avait rangée 18 mois plus tôt, le premier jour de sa prise de poste, la médaille était toujours là. Petite, ronde, au bout d'un ruban vert et rouge légèrement passé. Elle la prit entre le pouce et l'index et la tint devant elle sans la regarder vraiment, comme on tient un objet familier dans le noir pour se rappeler sa forme. Elle la posa sur le banc à côté d'elle. Elle ne la remit pas dans sa poche, elle ne la cacha pas. Elle la laissa là, sur le bois du banc, dans la lumière grise du matin, comme si pour la première fois, elle n'avait pas besoin de décider quoi en faire tout de suite. On frappa à la porte. 2 coups, bref, hésitant. Pas le genre de frappe de Kessler, qui entrait d'habitude avec l'assurance de quelqu'un qui n'attend pas la réponse. Maëlle dit « Entrez ». Kessler ouvrit la porte de 15 centimètres. Il tenait un gobelet en carton dans chaque main, café de la machine du couloir, le genre de café qu'on boit parce qu'il n'y a rien d'autre et qu'on a froid. Il tendit un gobelet vers elle à travers l'entrebâillement, sans entrer dans la pièce, sans la regarder tout à fait dans les yeux. Il ne dit rien. Maëlle prit le gobelet. Kessler referma la porte. Elle entendit ses pas s'éloigner dans le couloir, régulier, un peu plus lent que d'habitude. Elle baissa les yeux sur le gobelet entre ses mains, la chaleur qui remontait dans ses paumes, et elle pensa que certains hommes portent leurs regrets, comme elle portait sa médaille, au fond de quelque chose, sans savoir encore s'ils la ressortiront un jour. Elle but le café.
Le lendemain matin, à 9h47, son téléphone sonna. Numéro inconnu, préfixe de Rouen. Elle décrocha. La voix de Lefebvre était différente au téléphone, moins rugueuse, ralentie par les antidouleurs et la nuit qu'il venait de passer au bloc. Il dit qu'il allait s'en sortir. Il dit que les chirurgiens avaient retiré la barre sans toucher à rien d'essentiel, qu'il en avait pour 3 mois de rééducation mais qu'il marcherait normalement. Il dit ces choses brièvement, comme on règle une formalité, parce que ce n'était pas pour ça qu'il appelait. Il dit « Mon frère veut vous voir. Il dit qu'il a quelque chose à vous dire depuis 10 ans. » Il dit « Il est à Calvi pour les fêtes, avec ses filles. Je vais le rejoindre dès que les médecins me lâchent. Venez. » Maëlle ne répondit pas tout de suite. Elle était debout devant la fenêtre de son appartement à Sotteville-les-Rouen. Les toits gris devant elle, le ciel bas, la pluie qui avait repris comme si elle n'avait jamais cessé. Elle tint le téléphone contre son oreille et elle pensa à Calvi, au soleil de Corse en décembre, qui n'est pas le soleil de l'été mais qui existe quand même, pâle et réel, au-dessus de la mer. Elle pensa à un homme de 38 ans qu'elle avait sorti d'un véhicule en feu et qu'elle n'avait jamais revu. Elle pensa à 2 petites filles dont elle ne connaissait pas les prénoms. Elle dit « D'accord ». Elle raccrocha. Elle resta debout devant la fenêtre encore un moment, puis elle alla dans la salle de bain, et elle se regarda dans le miroir, ce miroir devant lequel elle passait chaque matin, sans s'y arrêter vraiment, depuis 18 mois. Depuis bien plus longtemps peut-être. Elle se regarda, et à voix basse, dans le silence de l'appartement, pour la première fois depuis 5 ans, elle prononça son ancien indicatif. 2 syllabes. La première haute, la seconde basse. Vautour 7, juste pour entendre comment ça sonnait encore. Il sonnait comme quelque chose qui n'était pas mort. On ne mesure jamais une personne à sa taille, ni au grade visible sur sa blouse ou sur son épaule. Certains portent leurs guerres en silence, dans des casiers fermés à clé, sous des uniformes que personne ne regarde. Certains ont tout donné une fois, dans un endroit que personne ne connaît, et ont choisi ensuite de vivre petitement, discrètement, avec la paix pour seule récompense. Ce sont souvent ceux-là qu'on ne voit pas passer dans les couloirs. Ce sont souvent ceux-là qui reviennent quand tout le monde est parti. Ce sont souvent ceux-là qui font le nœud qui tient.